Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire et comment la gérer? On en parle. Le médecin nigérian Adjar Maman Nassir nous parle des causes et traitements des intoxications alimentaires. Un ver vivant est extrait du cerveau d'une femme. C'est en Australie. Des chercheurs en Californie créent un patch qui permet de surveiller l'évolution d'une blessure. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Imaginez-vous aux urgences avec des diarrhées et des vomissements fréquents des heures après avoir mangé un délicieux repas. Les intoxications alimentaires surviennent parfois suite à la consommation d'un aliment contaminé, avarié ou toxique. Cela entraîne une infection ou une irritation du tube digestif. La contamination des aliments peut se faire à n'importe quelle étape de la chaîne de production, de livraison et de consommation. Les symptômes d'une intoxication alimentaire comprennent la diarrhée, les vomissements, les douleurs abdominales, la fièvre et les maux de tête. L'OMS estime que 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. 40% des victimes sont des enfants. Pourtant, l'impact des intoxications alimentaires reste sous-estimé. Huba Abdi, depuis Nairobi, au Kenya, récit Alexandrine Holognon. Claire Osoro se souvient bien de ce jour où elle a échappé à la mort avec sa famille, quelques minutes après avoir consommé de la nourriture empoisonnée. Avant même de me souvenir de ce qui se passait, qu'il s'agisse de la nourriture ou d'autre chose, j'ai commencé à avoir la diarrhée, puis à vomir en même temps. C'était très grave. J'ai fait des allers et retours dans la salle de bain pendant près d'une heure. Les intoxications alimentaires surviennent généralement lorsque les agents pathogènes contaminent les aliments ou les boissons. Osoro explique qu'elle a commencé à se soigner avec des remèdes maison, ce qui n'est pas toujours très efficace. Nous avons commencé par le remède maison qui consistait à boire de l'eau, à se gargariser d'eau salée, à prendre de l'eau après avoir vomi. Même l'eau que je prenais, je la vomissais. Alors le temps que je reçoive des soins médicaux, j'étais très faible, surtout parce que je suis anémique. C'était pire pour moi parce que cela drainait tout mon système. Alors le temps que le médecin de famille soit appelé, j'ai dû être mise sous perfusion. Mon traitement a duré environ 3 à 5 jours. Bien que de nombreux cas d'intoxication alimentaire et d'autres maladies d'origine alimentaire disparaissent d'eux-mêmes une fois que les bactéries sont expulsées de l'organisme, une attention médicale immédiate est nécessaire pour déterminer l'étendue du problème. Je vous conseille de consulter un médecin avant de conclure, car j'ai l'impression que si j'avais appelé le médecin avant d'essayer tous ces remèdes maison, d'aller à la pharmacie, d'acheter des médicaments en vente libre, cela m'a pris beaucoup de temps et je ne montrais toujours aucun signe de changement. Et je pense que c'est ce qui a le plus épuisé mon corps. Le docteur Dave Ojijo, du Kenya Medical Practitioners Pharmacist, explique que la plupart des gens souffrent de maladies bénignes, mais que certaines infections transmises par les aliments sont graves, voire mortelles. Certaines personnes doivent être hospitalisées et certaines maladies entraînent d'autres problèmes de santé. Une étude réalisée par le Centre de contrôle des maladies des États-Unis indique que plus de 48 millions de cas d'intoxication alimentaire sont signalés chaque année. Sur ces 48 millions de cas, 3 000 décès sont directement ou indirectement imputables à l'intoxication alimentaire. La viande insuffisamment cuite et les produits mal manipulés sont les principaux responsables des intoxications alimentaires. Le docteur Ojijo conseille de se laver les mains, les ustensiles et les assiettes entre les étapes de cuisson et de consommation. Il faut cuire les aliments à la bonne température, car les aliments comme la viande ou le poisson doivent être chauffés à une certaine température, environ 70 degrés Celsius, avant de tuer toute bactérie présente dans l'aliment. Le docteur Ojijo estime qu'une bonne collaboration entre les gouvernements,
les producteurs et les consommateurs est nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires. Nous vous avons demandé votre avis sur les intoxications alimentaires. En avez-vous déjà été victime? Êtes-vous préoccupé par une intoxication alimentaire lorsque vous mangez hors de chez vous? Et comment vous protégez-vous? Voici quelques réactions de Kigali au Rwanda. Je pense qu'il y a intoxication alimentaire lorsqu'on mange et que cela provoque des troubles dans l'estomac. Lorsque vous sortez dans un restaurant ou que vous rendez visite à vos amis, vous ne pouvez pas vous assurer que la nourriture est préparée dans un endroit approprié et de la manière dont elle est préparée. Vous ne pouvez pas savoir comment ils font la vaisselle. Vous ne pouvez pas savoir comment ils lavent les aliments avant de les cuire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas croire ou vous ne pouvez pas faire confiance à la façon dont la nourriture est préparée pour vous. On parle d'intoxication alimentaire lorsqu'il y a des conséquences pour vous, pour votre santé, après avoir consommé le repas. Parfois, vous ne remarquez même pas que la cause de l'intoxication est la nourriture. Je n'ai jamais souffert d'intoxication alimentaire, mais j'entends parfois des gens parler d'intoxication alimentaire lorsqu'ils vont manger au restaurant ou à l'hôtel. Et je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas manger au restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'ils pensent, c'est que la nourriture des restaurants et des hôtels est parfois contaminée. Le docteur Adjar Maman Nassir est médecin à Abuja, au Nigeria. Il évoque certaines causes d'intoxication alimentaire et partage quelques conseils. Il s'agit de certaines bactéries qui provoquent des intoxications alimentaires. Nous avons les salmonelles, le campylobacter, l'E. coli et le Clostridium difficile. S'il s'agit de virus, les plus courants sont le norovirus et le rotavirus. Dans le cas d'un protozoaire, nous avons la Giardia. L'intoxication alimentaire peut se présenter sous une forme légère, mais elle peut aussi être sévère et prolongée dans le cas les plus graves. Les symptômes qui durent environ une semaine disparaissent d'eux-mêmes, puis la personne ne les ressent plus. Parfois, il n'est même pas nécessaire de consulter un médecin à l'hôpital. Mais dans certains cas, ces symptômes peuvent être prolongés et graves et entraîner des complications. Ces complications peuvent aller de l'insuffisance rénale, qui peut entraîner des lésions rénales durables chez les femmes enceintes, les personnes âgées, les très jeunes patients ou les patients dont le système immunitaire est affaibli, les patients cancéreux ou les patients souffrant du VIH et du sida. Tout dépend donc de la cuisson insuffisante ou de la mauvaise conservation des aliments. En Afrique, nous disposons de méthodes de préparation telles que le séchage des aliments à l'extérieur, la fermentation ou le fumage des aliments, la viande et le poisson. Si au cours de ces techniques et méthodes de préparation ou de conservation, les aliments sont contaminés par ces bactéries et ces virus, on peut alors être victime d'une intoxication alimentaire. Ainsi, la viande, le poisson et la volaille doivent être cuits correctement et les mains doivent être lavées avant et après la manipulation des aliments. Il faut conserver les aliments correctement, dans le réfrigérateur par exemple. La contamination réciproque est à l'origine d'intoxication alimentaire. La contamination est due au fait que la viande crue, charnue, crue et cuite est conservée ensemble. Il faut donc séparer les aliments crus des aliments cuits. Vous devez laver vos fruits et légumes et les conserver immédiatement au réfrigérateur lorsque vous les achetez afin d'éviter que ces bactéries ne se développent et ne déclenchent tout le processus de contamination. En parlant d'eau propre, l'intoxication alimentaire peut être causée par des personnes qui consomment de l'eau provenant de rivières, de lacs, de ruisseaux et tout ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le remarquer. Mais ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains avant de manger tout le temps. Enfin, après être allé aux toilettes, ce qui est très important, et assurez-vous que la nourriture que vous allez manger provient d'un endroit propre. Si vous l'avez cuisinée vous-même, assurez-vous qu'elle est bien cuite et bien préparée. Et si vous l'avez achetée quelque part, assurez-vous qu'elle est préparée dans de bonnes conditions d'hygiène. Partons
Partons maintenant en Australie avec cette histoire extraordinaire. Un ver long de 8 cm a été extrait vivant du cerveau d'une patiente. La femme, âgée de 64 ans, avait déjà été hospitalisée pour des douleurs à l'estomac. Quelques mois plus tard, des médecins ont réalisé une IRM sur la patiente après des pertes de mémoire, remarquant une lésion atypique à l'avant de son cerveau. Le parasite est apparu sur les scanners et a ensuite été identifié grâce à des tests ADN. Il s'agit d'un Ophidascaris robertsi présent chez les kangourous et les pitons en Australie, une découverte atypique chez un être humain. Le docteur Sanjaya Sananayake, qui a participé à la chirurgie, raconte. Le patient concerné par cette opération souffrait d'une maladie prolongée. Il s'agissait d'une sorte de diagnostic mystérieux et j'étais dans ce que nous appelons le service de garde en train de soigner d'autres patients de l'hôpital qui avaient des problèmes d'infection et j'ai reçu un appel me disant que nous avions un patient avec un problème d'infection et que nous venions de retirer un ver vivant du cerveau de ce patient. Il s'en est suivi une activité intense dans notre laboratoire de microbiologie pour essayer de déterminer ce qu'était ce ver et finalement, avec l'aide d'un site très intelligent du CIRO, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un nouveau parasite et qui n'avait jamais été observé chez l'homme auparavant. Ce ver mesurait 8 cm de long et il était vivant et gigotait lorsque notre pauvre neurochirurgien, très compétent, l'a retiré à l'aide d'une pince. Ce patient avait été traité, comme je l'ai dit, pour une maladie mystérieuse et nous pensions qu'il s'agissait d'une maladie immunologique car nous n'avions pas pu trouver de parasite auparavant. Cette grosse masse est apparue dans la partie frontale de son cerveau. Lorsque le chirurgien s'est rendu sur place, il a décidé de faire une biopsie pour déterminer s'il s'agissait d'un cancer, d'un abcès ou autre. Et soudain, avec force, il ramasse cette créature qui se tortille et il vous dira que toutes les personnes présentes dans la salle d'opération ont été absolument stupéfaites. Toutes les 30 secondes, une personne dans le monde est amputée d'un membre à cause d'une plaie diabétique. Des chercheurs de l'Université de Californie ont développé un pansement intelligent qui, espère-t-il, changera la donne. Blanche Sanou à ce reportage. Des chercheurs californiens de l'Institut des technologies développent des pansements intelligents pour les plaies chroniques, explique l'ingénieur médical Ehsan Sani. Différents types de capteurs mis en œuvre dans ce patch peuvent surveiller les différents états de la plaie pendant le processus de guérison. Et au fil du temps, nous pouvons voir ce qui se passe dans la zone de la plaie et essayer de donner les informations aux professionnels de la santé pour qu'ils prennent la bonne décision. Des capteurs présents dans le patch surveillent les niveaux d'acide urique, de glucose et d'ammoniac, ainsi que le pH et la température de la plaie pour tout signe d'inflammation ou d'infection bactérienne. Le pansement peut également appliquer un faible champ électrique pour stimuler le processus de guérison, ce qui, selon les chercheurs, s'est avéré efficace lors des tests sur des souris et des rats. Des tests humains pour les pansements intelligents seront effectués par le département Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud. David Armstrong, professeur de chirurgie, affirme que les implications de la technologie pour les amputations dues à des plaies diabétiques sont considérables. Nous nous engageons à tenter d'éliminer les amputations évitables au cours de la prochaine génération. Cela commence par essayer de prévenir ces blessures et si elles surviennent, essayer de les rendre aussi rares et aussi simples que possible. Et ce qui est vraiment passionnant, ce sont les outils dont nous disposons désormais, ces capteurs intelligents. Armstrong affirme que le concept de pansement intelligent est devenu plus pratique grâce à des batteries plus petites et à des recherches prometteuses sur l'alimentation des patchs avec l'énergie solaire ou le mouvement du patient. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.